Bonjour à tous et bienvenue sur ce live Facebook. Désolée pour le retard, on avait quelques soucis techniques. Donc, je vais m'assurer que vous nous entendiez bien et que vous nous voyez bien. Confirmez-moi sur le chat que c'est bon pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour ce live Les attendus du jury au CRPE. Donc, c'est un live qui a été pas mal demandé et qu'on a vraiment envie de mener avec vous. C'est pour ça on n'a pas pu décaler malgré nos soucis techniques. Alors, ce qui s'est passé, c'est que notre professeur qui donc avait préparé le live avec nous avec des soucis de connexion aujourd'hui. Donc, on a récupéré ces questions, on a fait appel à l'un de nos responsables pédagogiques, on a fait un mix de tout ça et on vous a refaire un petit live. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard. Donc, évidemment, on a trouvé un remplaçant super-héros qui est Jean-Paul. Voilà, remplaçant, Vous bonjour. connaissez Ah, tous je vais sortir un peu du cadre, il faut que je me sois un peu plus bas, pour un la peu plus grand que toi. Ouais, on a un décalage de hauteur. Ah. C'était pas prévu. Alors bonjour à tous. Donc, J'espère que vous allez bien. Voilà, on va se prendre le chat d'un côté Ouais. et pour voir un petit peu les questions. De toute façon, Eurydice, de son côté, est sur le chat pour vous répondre aussi, s'il y a besoin. Et nous, on va pouvoir dérouler ce chat. Commencez pas trop tard parce qu'on a pris du retard. Sur le chat Facebook, on me rappelle le chat. Oui, je sais, c'est pour nous Ouais. voir là, en fait. que je vais. Ok, pas de souci. On est bon, on règle les petits derniers détails techniques et on va commencer. On a les réponses aux questions de Béatrice qui était censée intervenir avec nous. On va pouvoir en parler un petit peu. Pareil, moi je connais plusieurs professeurs, je connais bien nos professeurs aussi, donc j'ai une bonne idée de la teneur de leurs réponses. Donc on devrait pouvoir normalement répondre à vos questions. Si jamais il y a des questions très très précises auxquelles seule Béatrice aurait la réponse, on lui passera et on vous enverra un petit message en plus derrière pour y répondre. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça, ça devrait pouvoir le faire. C'est ça. Donc, pour rappel, merci. Bonjour Pauline, coucou à vous. Bonjour Magali, Laure, Zora, vous nous avez envoyé un petit message, désolée. Merci d'être toujours là. Pour ceux et celles qui doivent partir plus tôt, ne vous inquiétez pas, on a le replay qui sera dispo. Ouais. Donc, on va essayer de démarrer pas trop tard. Donc, les attendus du jury et comment s'y préparer. Que vous prépariez le CRP 2024, 2025, que vous y attaquez une prépa, que vous soyez plutôt seul en autonomie de votre côté, on va pouvoir vous aider, c'est le but. Donc, l'idée, c'était qu'on vous parle un petit peu de ce qu'on attend de vous. Comment est-ce que dans la prépa, on vous transforme du candidat en professeur, en bon professeur des écoles, en tout cas, qui se présente aux épreuves. Et donc, Jean-Paul va vous faire quelques zooms sur tout ça. Je voulais vous rappeler aussi, avant qu'on commence, qu'actuellement, vous êtes nombreux à nous le demander. On peut encore vous inscrire dans la prépa. Il n'est pas trop tard. On a quelques rentrées en décalé, dont une la semaine prochaine. Et ensuite, pour les personnes qui nous rejoignent un peu plus tard, on vous accompagne un peu plus individuellement dans votre entrée en formation. Sur la Connect, on vous propose une réduction de 400 € actuellement et 10% sur la formule gagnante. Je reviendrai un peu plus tard dans le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas là-dessus à nous envoyer un petit message privé ou à nous appeler. Voilà, pour donner plus de détails à ce que disait Jade, notre dernier groupe de présentiel en web cours ont leur premier cours du coup mardi prochain et leur pré-rentrée c'est ce soir. Donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire très rapidement. La pré-rentrée c'est juste une petite présentation, donc il n'y a pas de souci, vous ne manquerez pas de cours. Par contre, voilà, si vous inscrivez après mardi, vous allez louper les premiers cours. Donc ça vaut le coup de le faire maintenant si vous voulez attaquer tout de suite. Exactement. Donc, pour rappel, Jean-Paul est responsable de formation, Ouais. C'est pour ça qu'il connaît très bien l'organisation, c'est lui qui organise entre autres les plannings. Je suis pas prêt pour un live, je suis pas maquillé, rien Oui, de va. c'est vrai que là, c'est l'impro, mais bon, c'est là où on est les meilleurs. Au naturel. Au naturel. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, on y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin. Et puis, on va attaquer directement par le vif du sujet. Jean-Paul, déjà, qu'est-ce que c'est un bon candidat? Qu'est-ce qu'on attend de bons candidats aux épreuves? Alors, c'est une vaste question. On pourrait y répondre pendant 1 heure. On va essayer de résumer quand même un petit peu. Mais si on veut résumer en une seule chose, ce qu'attend un jury, c'est en face de lui d'avoir un bon professeur des écoles. Tout simplement, avoir quelqu'un, si vous voulez résumer même encore plus simplement, ils vont se poser la question, le jury, est-ce que cette personne en face de moi, je lui confierai mes enfants à l'école, voilà, maternelle, primaire, etc. Si la réponse est oui, vous aurez une bonne note. Si la réponse est non, ce sera peut-être le concours pour l'année prochaine. Ça se résume à ça. Après, il y a plein forcément de petits ajustements. Il y a l'approche, il y a le relationnel, il y a ce que vous faites transparaître comme qualité pendant l'entretien. Mais globalement, il faut toujours garder ça en tête. Voilà. Est-ce que je parais être un bon professeur des écoles dans mon entretien avec le jury? Vous pouvez avoir toutes les compétences, toutes les connaissances institutionnelles du monde. Si vous n'avez pas l'attitude
du professeur des écoles, si vous n'avez pas le bon discours, le bon ton par rapport au jury, etc., ça risque de pas passer. Donc, c'est vraiment important de travailler voilà, ces qualités-là, puisque vous allez en fait vous présenter comme si vous y étiez, comme si vous étiez déjà à votre première rentrée, comme si vous étiez déjà un professeur des écoles en stage, voire titularisé. Et c'est là-dessus que le jury va pouvoir juger de votre approche, des progrès qui vous restent à faire. Est-ce qu'il vous reste encore à faire beaucoup de progrès, auquel cas ils vous retiendront peut-être pas cette année, ou est-ce qu'ils estiment que voilà, avec la formation et le reste de votre première année, vous serez au point et qu'on peut déjà vous confier des élèves. Ça va être ça le facteur qui fait la différence. Oui, parce que pour rappel, vous passez les épreuves entre avril et juin et vous intégrez votre première classe en septembre. Votre première classe à mi-temps, évidemment. Vous serez, comme l'a dit Jean-Paul, en formation encore à l'INSPE et la moitié du temps en classe, à peu près, dans la plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc, vous serez encore en formation. Pas de pression là-dessus. Le jury sait que vous êtes des professeurs des écoles en formation, toujours. Ouais, tout à fait. Mais en effet, on va venir chercher un petit peu ces qualités-là. On va revenir ensemble dans le live sur comment est-ce qu'on se prépare justement à cette attitude. Hein. Ça se prépare, ça ne s'invente pas. C'est pour ça que nous, on insiste bien sur la préparation de l'attitude, de la posture, la culturation au métier, vraiment devenir professeur des écoles, ça s'apprend. C'est pas juste en quelques semaines, donc on va un peu revenir sur tout ça. Les qualités vraiment qu'on va rechercher, souvent les professeurs parlent de savoir s'adapter, Oui, tout à se fait. remettre en question. Toujours. C'est surtout ça hein, Oui, voilà. qu'on vient chercher. Capacité d'adaptation, c'est très important, surtout que vous allez devoir faire de la différenciation. Vous allez avoir des élèves qui n'ont pas forcément tous le même niveau, certains qui vont avoir peut-être un handicap, dyslexique, etc. Donc, il va falloir faire de la différenciation, il va falloir adapter vos contenus, il va falloir adapter vos approches, votre approche de la didactique, votre approche de la pédagogie, en fonction de votre classe, de votre établissement peut-être, même du projet d'établissement, de ce qui se fait avec les collègues, etc. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui est fixé dans le marbre. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de recette de cuisine pour être un bon professeur. Il ne suffit pas de suivre A plus B plus C, et ça nous donne un bon cours et un bon prof. Il faut vraiment avoir ces capacités de recul, de s'adapter pour tout simplement faire en sorte que ces contenus soient adaptés à la période de l'année, aux attendus du programme, aux différentes compétences des élèves, où ils en sont, etc. etc. Donc, l'adaptation, c'est le principal. C'est ça. Et puis souvent, vous êtes un petit peu évidemment impressionné par le jury qui cherche à vous déstabiliser. Ouais. C'est volontaire parce que de toute façon, quand vous allez rejoindre votre classe en septembre, vous allez peut-être avoir des élèves de maternelle hein, qui vont pas forcément être concentrés tout le long de votre cours, qui vont du coup passer à autre chose. Vous avez prévu votre séquence, tout est bien calé, vous arrivez, au bout de 10 minutes, vous avez perdu tout le monde. Mais là, il va falloir vous adapter, trouver des solutions, vous remettre en question. Et c'est ça aussi que le jury va venir chercher à l'oral, c'est venir un peu poser des petites questions qui vont vous déstabiliser pour voir comment vous rebondissez. C'est pas forcément parce que vous n'avez pas de réponse juste, c'est parce que c'est aussi pour voir comment vous allez réagir. Si vous perdez vos moyens, si vous arrivez à... Si vous savez dire aussi, je ne sais pas, ça arrive parfois qu'on ne sache pas la solution. Oui, oui. Et c'est bien de le dire et du coup de créer un dialogue autour de ça. Voilà, et c'est la deuxième qualité d'ailleurs dont je voulais parler, c'est la capacité à aller rechercher des choses aussi. S'adapter, c'est aussi aller rechercher. Vous ne savez pas tout, c'est normal. Des professeurs des écoles qui commencent, même des professeurs des écoles qui ont 4 ou 5 ans d'activité, ils ne connaissent pas par cœur les programmes. Donc, il faut avoir cette capacité aussi de se dire, OK, de se remettre en question. Ça, je ne sais pas trop le faire, je ne suis pas trop à l'aise. Je vais aller chercher dans les programmes, je vais aller chercher dans mes ressources, je vais contacter mes collègues, etc., pour faire en sorte que ma séance soit bien, que je puisse bien tout avoir, que j'ai bien toutes les connaissances, etc. Et donc, cette capacité à aller faire ce travail de recherche, c'est tout aussi important. Et au final, c'est quelque chose qui peut être valorisé. On en parlera peut-être plus tard aussi au niveau du jury. Hein. On peut tout à fait dire, je ne sais pas, mais si j'étais dans cette situation, j'irais chercher ici, là, comme ci, comme ça, je ferais ceci, cela, etc. Même si sur le moment, une réponse vous échappe, parce que le stress des oraux, etc., ça on comprend, le jury comprend, au moins, vous montrez que vous avez l'attitude qu'il faut si jamais il y a quelque chose qui vous échappe. Ça, c'est aussi très, très important. Je vois juste une petite question sur le chat, j'en profite, sur le montant du salaire lors de la période de formation. Alors, ce n'est pas un salaire à moitié, il y a toute une grille salariale. Le plus simple, c'est vous allez sur Google et vous tapez rémunération professeur des écoles. Vous allez tomber sur la page du gouvernement qui met en ordre toutes les grilles de rémunération, que ce soit troisième concours, externe, etc. Hein, tout est pareil. Et vous allez voir du coup les grilles de rémunération pour l'année de stage et selon l'ancienneté, les échelons. Ce sera un petit peu plus simple parce que je n'ai pas les montants exacts en tête. Oui, et vous allez le trouver vous-même de votre côté. Il y a même un simulateur en plus, vous pouvez voir avec votre situation particulière. C'est bien fait. On a Stéphane aussi qui nous pose la question, quid des personnes qui présentent le troisième concours, le jury prend-il cela en compte? On va peut-être en parler un tout petit peu plus tard, c'est dans une question qui va venir. C'est ce que j'allais dire, c'est justement ça, on y vient un tout petit peu après, donc pas d'inquiétude. Ouais.
Du coup, ça nous fait quand même la transition. On parlait des qualités à avoir pour devant les jurys. On a aussi, à contrario, les choses à éviter, ce qui est rédhibitoire. Et notamment, tu l'as un peu annoncé, mais le fait de rester bloqué ou alors de prendre mal une réflexion ou vraiment de prendre personnellement, ça peut être rédhibitoire. La façon de Ouais. réagir un peu virulente ou Donc là, il ne faut pas être trop têtu, je pense. Bon, le jury va essayer de vous remettre en question. Il va falloir trouver le bon curseur, et c'est ça qui est compliqué, c'est une partie de la formation, de trouver le bon curseur entre je défends mes choix pédagogiques parce que j'y crois, et là, je me rends compte qu'il y a peut-être une erreur, et du coup, je vois ce que je fais pour m'adapter, et je vois si ma réponse est bonne ou pas. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre petit à petit, que vous allez sentir petit à petit avec les expériences de nos professeurs, avec les oui. questions que vous allez pouvoir leur poser. Donc, trouver déjà ce curseur entre je défends mes choix pédagogiques et je suis pas trop têtu, c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Ensuite, l'attitude rédhibitoire, effectivement, c'est le comportement vis-à-vis de l'institution, hein. Voilà, si vous commencez à dire au jury, ouais, de toute façon, on n'est pas assez payé, puis l'emploi du temps, moi, il faut que ça m'aille, sinon ça va pas aller, etc. C'est sûr qu'ils vont pas trop vous aimer, donc on va quand même tâcher de respecter l'institution et d'en être un bon représentant, de montrer de toute façon que vous serez un bon représentant de l'institution auprès des élèves. Donc autant le faire aussi auprès du jury. Et dernière chose, je pense aussi, c'est ouais, il faut éviter d'être comment dire, dans la posture maître d'école un peu cliché, si je puis dire. C'est-à-dire que si on a quelqu'un qui arrive et qui veut être professeur des écoles parce qu'il aime les enfants, ça marche pas. Mm. C'est pas une raison suffisante, entre guillemets. Alors, c'est une raison tout à fait suffisante pour vouloir enseigner. On peut aimer enseigner pour ça, mais c'est pas une raison suffisante pour le jury. Pour justifier Oui. de votre motivation, etc. Voilà, c'est pas juste parce que j'aime les enfants, j'ai été ESH, je me suis dit que j'allais monter. Non, si vous avez envie d'être professeur des écoles, c'est parce que vous avez la bonne attitude, vous avez envie de transmettre, etc. C'est pas juste parce que vous avez l'habitude de travailler avec les enfants et vous vous êtes dit que ça pourrait bien être prof. Donc ça, il va falloir aussi bien apprendre à le justifier, puisque ça va être un peu rédhibitoire si le jury voit arriver quelqu'un qui n'est pas prof des écoles, qui s'imagine qu'il pourrait l'être, mais qui n'a pas encore développé la bonne attitude. Ouais, de même, on peut avoir été parent d'élèves hein, dans les associations de parents d'élèves pendant des années, donc avoir été en lien avec l'équipe pédagogique. Pour autant, ça ne fait pas de vous un bon professeur des écoles. Donc ça c'est vrai que le jury n'est pas trop fan quand on leur parle de ça. On verra plus tard comment mettre en avant son parcours personnel et professionnel au niveau de l'entretien. Mais voilà, il faut, comme dit Jean-Paul, pas seulement aimer les enfants. Qu'est-ce que vous êtes nombreux à nous demander, qu'est-ce qu'on évalue vraiment à travers les épreuves écrites, pour commencer, et ensuite les épreuves orales? Parce que vous savez qu'on a les épreuves écrites, on n'est pas revenu dessus parce que c'est assez clair pour tout le monde. Si ça ne l'est pas, on le réexpliquera. On a d'abord les épreuves écrites qui sont les épreuves d'admissibilité, et ensuite on passe aux épreuves orales qui sont donc les épreuves d'admission. Donc en fait, vous devez avoir les écrits pour passer aux oraux. Donc les questions, c'était qu'est-ce qu'on va évaluer vraiment dans les écrits et qu'est-ce qu'on évalue vraiment dans les oraux? Pourquoi est-ce qu'on a deux types d'épreuves et en quoi elles sont différentes? Oui, tout à fait. Alors, les écrits, déjà, bon, c'est le premier barrage de toute façon pour faire la sélection, la première sélection avant de passer les oraux. Donc, déjà, on va essayer de juger un petit peu du niveau des candidats, puisque Mm. alors, attendez, je vois une petite connexion qui arrive sur Webex. Ah, on a Béatrice qui arrive, je ne sais pas si on va vous voir. Alors, attendez, on a notre professeur qui était prévu, qui a peut-être résolu ses problèmes de réseau. Donc, si jamais vous entendez Béatrice parler en même temps, Pas vous le dites son, bonjour, moi. il n'y a pas de souci. Non, je pense qu'on va, Ouais, non, non, ça marche toujours pas. on va pas le tenter parce que ça va pas fonctionner tout à l'heure. Donc, on va essayer de. Ouais. Et si Béatrice veut apporter des précisions, vous les renverra sur le chat à la rigueur sur le support. Mais là, on va pas tenter la connexion. Donc, Ouais. on va fermer. Euh, Hop. Je vais reprendre. Je te laisse peut-être appeler Béatrice Oui, pour fermer le chat et je vais continuer ma réponse. merci. C'est les aléas du direct, hein. C'est des choses qui arrivent. Je vous remercie pour votre compréhension. Hop. Difficulté du direct. Alors, donc, je reprends. Donc, j'en étais où? J'en étais à quoi ça sert les écrits? Qu'est-ce qu'on évalue à travers les épreuves écrites? Alors, premièrement, on va évaluer quand même le niveau général des candidats, hein. C'est très important, puisque à l'oral, de toute façon, on ne peut pas prendre des milliers de personnes, donc il faut faire une première sélection. La première sélection, du coup, on l'a fait sur le niveau un petit peu scolaire, entre guillemets, en français, en mathématiques et en épreuve d'application. Donc, première chose, du coup, on veut des candidats qui s'y connaissent un petit peu, puisqu'ils vont être amenés à enseigner certaines parties de ces programmes. Alors, je sais qu'au CRPE, on demande jusqu'au niveau 3e, voire seconde, dans certaines parties du programme.
Et vous vous dites sûrement, bah oui, mais on me demande jusqu'au niveau seconde, mais moi je vais enseigner en maternelle et primaire, ça va pas aller jusque-là. Alors, c'est important quand même d'avoir ce niveau-là parce que pour expliquer certains concepts, pour faire de la didactique, etc., eh ben, il ne vous suffit pas de maîtriser les bases. Il faut maîtriser un peu plus au-dessus pour pouvoir bien répondre aux questions, pour avoir les bonnes explications à donner à vos élèves et pour bien comprendre si jamais ils vous posent des questions de manière, par exemple, un petit peu tordue, hein, ça peut arriver. Il faut avoir cette base de connaissances déjà pour pouvoir être à l'aise dans les explications. En plus, avec, voilà, avec le pacte enseignant de cette année, il y a certains professeurs qui sont amenés à faire de l'aide aux devoirs pour le début du collège. Donc, c'est des connaissances qui pourront sûrement être réutilisées plus tard. Ensuite, qu'est-ce qu'on évalue à travers les épreuves écrites? Bah, on va évaluer aussi votre capacité rédactionnelle, hein, votre aisance en français, orthographe, grammaire, capacité de rédaction, capacité de réflexion et de méthodologie, notamment avec la question de développement en français, par exemple, mais aussi avec l'épreuve d'application. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de didactique dans l'épreuve d'application. Et du coup, on va commencer déjà à évaluer votre capacité à analyser, critiquer ou construire une séance ou une séquence d'enseignement. Donc, c'est un petit peu le début. Et voilà, c'est la première sélection finalement qui va décider si vous avez le niveau suffisant pour passer aux oraux. Alors, bien sûr, ça donne du coup un concours qui est plus difficile, puisqu'on est sur des parties du programme qui sont un peu plus élevées. Donc, ça ne veut pas dire si vous manquez les écrits, ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas un bon professeur des écoles, ça veut peut-être dire que vous avez besoin d'un peu plus de temps, mais il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Hein. Ce n'est pas une barrière qui est infranchissable, même si le niveau des écrits peut être un peu difficile. Alors ensuite, au niveau des oraux, eh ben, on va évaluer. Je retrouve Jade, du coup, qui me rejoint. On a tout réglé On a changé de côté. on a récupéré aussi des réponses supplémentaires de Béatrice. Bon, bah, c'est parfait. On peut continuer. On est au top. Parfait. Donc j'en ai dit sur les oraux, qu'est-ce qu'on évalue à travers les épreuves orales? Je viens de finir avec les écrits. Donc qu'est-ce qu'on évalue à travers les épreuves orales? Et ben là, c'est vraiment votre capacité à être un bon professeur des écoles. Donc l'attitude, le ton, la façon de vous présenter, la façon de parler, la posture enseignante, mais aussi et surtout la capacité de vous adapter et de justifier vos choix pédagogiques. Voilà, par exemple, en EPS, vous allez proposer des choses et on va vous critiquer, on va vous pousser peut-être un peu au bout de votre séquence de ce que vous avez prévu. L'idée, c'est de justifier vos choix pédagogiques. J'ai pris cette décision à enseigner avec mes élèves, si j'y étais, parce que ceci, cela, parce que la didactique, ça marche comme ça, parce que pédagogiquement, je pense que ça, c'est mieux, ça, c'est adapté, etc. Donc, c'est tout ce jeu-là qu'il va falloir faire, qui n'est pas évident, parce qu'en général, c'est ce qu'on sait le moins faire, hein, les oraux. On a tous des notions encore qui nous restent un petit peu de maths, de français, d'histoire géo, etc. Par contre, les oraux, en général, on n'y est pas prêt tout de suite. Donc, c'est quelque chose qui va être assez important, puisque c'est une formation complète, on part quasiment tous de rien pour les oraux. Donc, il va falloir vraiment insister dessus. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard pendant le live. Mais en tout cas, voilà, ce qui va être vraiment évalué, hein, c'est votre capacité à construire une séance ou une séquence dans la première épreuve, votre capacité à défendre vos choix pédagogiques, bien sûr, votre capacité à vous adapter face aux questions du jury, et aussi la façon dont vous réagissez face aux questions du jury, hein, bien sûr. Et ensuite, pour la deuxième épreuve, on va analyser la même chose en ce qui concerne le PS. Et après, pour la partie entretien de motivation, vous allez avoir quelques questions aussi sur la connaissance de l'institution, hein, tout simplement. Voilà, comment ça marche, quelle est la réponse appropriée dans telle ou telle situation, de vie scolaire, d'enseignement, etc. Donc, voilà, toutes des questions qui vont renseigner le jury pour savoir si vous avez une connaissance suffisante de l'institution et une motivation suffisante pour être professeur des écoles pour vous permettre d'être opérationnel tout simplement en septembre. Le but, c'est pour être à l'aise sur ces épreuves qui ne sont pas forcément faciles à aborder, surtout les oraux, c'est évidemment de pouvoir le travailler toute l'année, de manière à ce que ce soit le plus familier possible. Et c'est pour ça que nous, on insiste vraiment sur le fait de commencer à préparer les épreuves orales dès le début de l'année, de ne pas attendre d'être admissible, tu l'as peut-être dit. Non, je ne l'ai pas encore dit. Mais c'est pour la fin. Mais c'est vrai que le meilleur pour la fin. C'est la question 10. Mais c'est vrai que ça se prépare, hein, vous l'imaginez, hein, qu'on ne peut pas en quelques semaines se dire bon, ben là je suis prêt pour les oraux. Donc nous, dans toute la préparation, on vous le fait travailler. Et si vous préparez seul de votre côté, ne faites pas l'écueil de ne pas préparer les oraux et de ne pas travailler cette attitude qui n'est pas forcément évidente à adopter. Petit à petit, c'est un petit peu toute l'année, on avance un petit peu toute l'année sur ce sujet.
Voilà. Surtout qu'en plus, je vous ai dit, hein, tout à l'heure, pour les écrits, il y a une partie didactique dans l'épreuve d'application. Et tout ce que vous allez bosser pour les oraux, ça va vous servir aussi pour cette partie des écrits. Vous allez faire des liens, il va y avoir de la synergie entre les disciplines. Donc c'est vraiment important de ne pas faire Oui, l'impasse, mais on en parlera un peu plus tard. oui, et puis au-delà de réussir les oraux, nous, chez Forprof, on se projette toujours pour votre première rentrée. On est déjà dans votre première rentrée. Donc en fait, évidemment que le concours, il faut l'avoir, mais il faut aussi être à l'aise devant ses élèves et se sentir bien parce que c'est votre nouvelle carrière, c'est votre nouveau métier, c'est votre nouvelle vie. On a envie d'avoir un bon prof pour nos élèves et que vous soyez à l'aise. Donc c'est pour ça que de le travailler toute l'année, ça vous permet aussi, en arrivant à la rentrée, d'être déjà plus à l'aise dans votre nouveau statut. Donc, ça nous mène à cette nouvelle question. Comment est-ce que, quelle transformation on attend du candidat au concours, au cours de la formation? Donc, j'attaque la prépa, je suis vraiment candidat, je sors de ma vie professionnelle, je suis peut-être encore dedans. Ouais. Comment j'arrive à cette transformation? Bah, tout simplement, hein, on en parlait depuis le début, de toute façon, c'est la transformation en professeur des écoles. Pas confirmé, bien sûr, puisque vous êtes encore en train de passer le concours, vous n'êtes pas titulaire, mais en professeur des écoles, débutant, avec suffisamment de bagages et suffisamment de capacité, d'adaptation et de recul pour faire un bon professeur des écoles, pour évoluer dans le bon sens. Donc déjà, bah, on s'attend à sortir un petit peu des clichés, hein, c'est-à-dire qu'on a tous été à l'école, on sait tous ce que c'est d'avoir un professeur devant soi, et ah, tiens, tel prof, il était gentil, il était méchant, lui, je l'aimais bien, lui, je l'aimais pas, etc. Et là, on va déjà sortir de ces clichés-là, parce que vous allez être de l'autre côté du rideau. Ça va être vous, le professeur, et peut-être que vous allez comprendre aussi des choix qui ont été faits par vos professeurs quand vous y étiez, quand vous allez devoir réfléchir à comment amener telle ou telle chose, comment amener telle ou telle évaluation, gérer la tenue de la classe, etc. etc. Donc c'est plein de petits points où vous allez sortir un petit peu du stéréotype du professeur que vous avez, de la vision initiale du professeur que vous avez en tête, et de vous caler un petit peu bah, en tant que voilà, professeur des écoles. Qu'est-ce que c'est en vrai? Qu'est-ce qu'il faut faire en vrai? Qu'est-ce que c'est d'être un représentant de l'éducation nationale face à des élèves et face à des familles? On n'oublie pas les parents aussi, on n'oublie pas les familles. Donc ça va être surtout ça, cette grosse transformation qu'il va falloir faire, hein. Vous allez passer d'un citoyen français à un représentant de l'éducation nationale. Donc ça implique certains devoirs, certaines attitudes, certaines connaissances que vous allez acquérir petit à petit. Et voilà, c'est vraiment ce point-là hein, que les jurys vont attendre, je pense. C'est ça, et la transformation, elle se fait tout au long de l'année. Il faut accepter que ça prenne du temps. Il faut accepter de sortir de sa zone de confort. Et il faut accepter que ce soit déstabilisant et pas forcément agréable. Parce que voilà, on sort d'un cadre qu'on connaît. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes en reconversion professionnelle. Donc forcément, il faut sortir de ses habitudes, un peu de son formatage qu'on a dans son travail. Ou si on ne travaille pas dans sa vie perso. Et donc ça, c'est pas facile au début, c'est très déstabilisant. Oui. Il faut refaire fonctionner la mécanique d'apprentissage aussi, qui va venir, on en parlera plus tard, se coupler à cette transformation perso que vous devez adopter. Ouais, il faut un peu se déconstruire, se construire en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que là, nous, on intervient pour vous aider. Donc nous, l'équipe pédagogique, vos responsables de formation qui suivent ça de très près, mais aussi vos professeurs. Donc c'est vrai que Béatrice, aurait dû vous en parler elle-même, mais les professeurs qui vous accompagnent donc, sont tous soit membres du jury, soit correcteurs du CRP, où ils l'ont été. Sinon, ils sont sur le terrain, ils sont pour la plupart maîtres formateurs, conseillers pédagogiques, IEN, enfin, c'est des personnes qui connaissent le premier degré par cœur, qui le représentent et qui vous corrigent ou qui créent les sujets au concours. Donc, on a des personnes qui connaissent le terrain, donc ce qui se passe en classe devant les élèves et qui connaissent les attendus du concours. Voilà. De la même manière qu'il y a une différence entre être devant un prof et être professeur, mais il y a une différence aussi entre passer un concours et avoir l'attitude du jury. Et ça, nos profs l'ont, puisqu'ils ont l'expérience justement du jury et de la correction. C'est ça. Donc en fait, une fois que vous vous lancez dans la prépa, il y a toutes ces notions à connaître, comme Jean-Paul l'a dit, notamment pour les écrits, la première barrière. Mais il faut aussi accepter de sauter dans ce nouveau costume d'enseignant. Ça prend du temps. Donc il faut accepter la frustration de se dire qu'on n'y arrive pas de suite, que ça prend un peu de temps. Ouais, il faut accepter que ça ne vienne pas tout de suite, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu dis, la recette magique, il n'y en a pas. Hein. C'est-à-dire que c'est le temps qui fait qu'on va y arriver ensemble et ça va se faire petit à petit en lisant, en comprenant, en suivant les cours, on se rend compte qu'il y a des choses qui font clic, en faisant des stages aussi, ça c'est possible. Tout ça, ça prend du temps, c'est pour ça que, on vous le disait tout à l'heure, la prépa, on peut encore la rejoindre, évidemment, on fait des rentrées en décalé. Après, il faut quand même se donner le temps de réussir le concours et de s'y préparer, et surtout se préparer à son futur métier, pour justement avoir de la bonne attitude pour le concours. Et juste pour finir aussi avec ça, ça prend du temps, et ça prend aussi de la pratique, et ça prend aussi de l'expérience que vont vous transmettre vos professeurs. Voilà, nous, on sait qu'on a quelques professeurs qui aiment beaucoup partager des anecdotes un petit peu personnelles, de leur enseignement, etc. Et au début, on ne se rend pas forcément compte de l'utilité. On se dit, bah, le prof parle de sa vie, pourquoi?
Et en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que votre formation, que ça, c'est une illustration des choix pédagogiques, de l'attitude, etc. Et ces conseils-là, personnels des professeurs, de leur expérience, vous allez voir que quand vous serez en poste, ça sera un des trucs les plus précieux qui va vous rester de vos formations. Donc, Mm. c'est aussi assez important. C'est vrai que nos profs sont tous passionnés et ils adorent ça, continuer de transmettre, même pour ceux qui sont jeunes retraités. Ils n'ont pas tous du réseau le jeudi matin, mais ils sont passionnés quand même. Exactement. Du coup, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que c'est encore plus compliqué cette transformation. En tout cas, ça prend plus de temps pour les personnes en reconversion professionnelle qui représentent la majorité de nos stagiaires. Donc c'est vrai que ça, il faut arriver à oublier un petit peu ces façons de fonctionner. Oui, ouais, il faut s'adapter. Mais nos formations sont faites pour ça, justement. Donc il y a pas trop d'inquiétude à ce sujet. Peut-être qu'on va souligner les qualités que vous avez, vous, en tant que candidat en reconversion professionnelle. C'est peut-être ça qui est Oui, intéressant. tout à fait. Du coup, capitaliser sur les aspects positifs. Ça revient à la question de Stéphane Oui. de tout à l'heure, comment ça se passe pour le troisième concours, la reconversion, etc. Bon, déjà, premièrement, on se permet de dire qu'on s'y connaît un petit peu en reconversion, puisque 70-80% de nos stagiaires tous les ans sont des gens qui viennent de la reconversion, et ils sont très nombreux à avoir le concours, pour leur grande majorité. Donc voilà, on sait un petit peu de quoi on parle sur ce sujet-là, et vous avez tous des doutes, c'est normal, je viens de la reconversion, j'ai fait 25 ans en banque, AESH, etc. Est-ce que je vais réussir à devenir professeur? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et est-ce que j'ai des qualités surtout par rapport à des étudiants qui sortent de master et qui se forment spécifiquement au concours depuis 1 an et demi? La réponse est oui, bien sûr, puisque en reconversion, vous avez plein de qualités que des jeunes étudiants n'auront pas forcément. Il y a des choses que vous avez développées, des attitudes que vous avez développées, qui, vous vous en rendez pas encore compte, vont vous servir pour le CRPE. Par exemple, voilà, je prends quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans un guichet de banque. Cette personne-là devrait avoir l'habitude, normalement, de gérer des clients difficiles, qui ont envie de vous crier dessus, qui ont envie de vous critiquer, de critiquer toute l'institution, etc. Quelle différence par rapport à un parent d'élève qui arrive très mécontent à une réunion? Finalement, on est à peu près sur la même chose. Et du coup, l'attitude que vous avez déjà de désamorcer le stress, désamorcer les conflits, gestion de conflits, etc., c'est quelque chose que vous allez pouvoir récupérer et que vous allez pouvoir adapter à votre pratique quand vous serez professeur des écoles. Donc ça, déjà, c'est quelque chose qui peut être, c'est un avantage qui est pas négligeable. Vous avez été AESH pendant quelques années, ben, vous savez très bien comment fonctionne le système scolaire, vous savez très bien comment fonctionnent les élèves, vous avez vu l'autre côté du rideau, vous allez pouvoir aussi adapter votre expérience. Alors attention, c'est pas la même chose entre être AESH et être professeur des écoles, mais ça vous a donné des qualités et des attitudes que vous allez pouvoir réintégrer dans votre activité de professeur des Oui, c'est écoles. ça. Et puis, de tout secteur, en fait, vous avez des qualités à en Voilà. tirer. Moi, j'insisterai aussi sur la maturité Oui, bien sûr. que Là déjà, ouais. t'allais en parler? Ouais, ouais. Oui, Ouais. vas-y, vas-y, vas-y. On fait trop de live ensemble. C'est pas possible. Mais mon improvisation des clichés mentir, c'est pas mal. En fait, on parlait de savoir tirer de ses expériences. Donc, ça peut être aussi, j'anime des réunions dans mon entreprise, donc je sais prendre la parole, je suis à l'aise avec ça, donc j'aurai plus de facilité à parler en public. Il y a aussi la maturité, c'est-à-dire que vous avez vos années d'expérience, vous avez vécu des difficultés, vous avez traversé des périodes pas forcément faciles, au contraire, vous êtes enrichi d'expérience, vous avez peut-être eu plusieurs emplois. Tout ça, ça vous enrichit et ça fait que vous êtes vous avez plus de recul sur les situations. De recul, plus de patience. Oui, plus de patients, vous êtes aussi pour la plupart parents. Ça, c'est souvent aussi chez nos stagiaires, on a beaucoup de Oui. parents. Donc, vous avez aussi, pareil, cette connaissance, malgré tout, des enfants en plus, que des étudiants de master MEF, parce que souvent on nous dit, les étudiants de master MEF sont mieux préparés, sont plus doués que nous pour le concours. Ça, c'est pas vrai. Alors, ils préparent un diplôme, ils préparent très bien un diplôme qui est le master, mais ils ne préparent pas un concours, ce qui est très, très différent. Je prépare encore moins un métier. Exactement. Donc vous, il faut vraiment capitaliser sur tout ce que vous avez vécu. Et de toute façon, ça, nous, dans l'année, on le travaille parce que vous savez que pour aux épreuves orales, vous avez une partie entretien de motivation. Vous allez revenir sur votre parcours personnel et professionnel et mettre en avant vos qualités, justement. C'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre en avant tout ça. Et nous, ça, on le travaille dans l'année. Oui, tout à fait. C'est ce que vous allez faire dès le début de l'année jusqu'à la fin. Pareil, il y a des déclics qui vont se faire plutôt à la fin de l'année, hein, que vous n'aurez pas encore tout de suite. Vous allez être dans le doute peut-être toute l'année, Mhm. en vous disant, mais je suis pas prêt, ça, je l'ai pas, etc. Et peut-être qu'en février, mars, voire avril, ça va se débloquer. Et tout d'un coup, tout ce que vous avez vu pendant l'année, tout va se déclencher d'un coup, tout va se construire d'un coup. Et en quelques semaines, vous allez faire ce switch d'attitude. Mais il faut accepter que ça arrive peut-être un peu en retard. Chacun a son rythme d'apprentissage, Ouais. comme chacun de vos élèves aura son rythme de toute façon. C'est ça, c'est souvent, il vous faut quand même prendre un peu voilà, le pouls, la température de la prépa, commencer à faire les premiers sujets, faire vos premiers cours.
Et en général, au moment des premiers concours blancs, vous commencez à vous rendre compte que oui, vous êtes capable, vous avez des connaissances, que tout ça prend forme. Vous avez, j'en parlais tout à l'heure, la possibilité de faire des stages aussi, d'observation en école. Et c'est là où aussi ça vous confirme en général dans votre Oui. choix. Et ça vous rassure, ça vous donne aussi envie, ça vous rebooste parce que tout ce que vous avez vu, les aspects théoriques, se concrétisent et c'est pas mal pour la motivation. Euh, après, après, la question de la légitimité revient souvent aussi. Comment est-ce que je suis légitime en tant que candidat quand j'arrive en septembre devant mes élèves? Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, si vous avez le concours, de toute façon, il faut vous mettre bien dans la tête que vous serez légitime. Vous avez été retenu, admis au concours de recrutement des professeurs des écoles, qui est un concours national, qui est le concours du ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous êtes dans la maison, vous êtes un professeur des écoles. Les parents et les élèves, et même d'ailleurs les autres collègues, ne sauront pas forcément que c'est votre première année, que vous aviez des difficultés en maths, que vous pensez que le concours, vous l'avez eu de justesse, que vous n'étiez pas bien classé, etc. C'est pas grave, vous avez eu le concours, vous êtes quelqu'un de légitime en tant que professeur des écoles. Bien sûr, ça ne sera pas parfait dès le début, vous allez vous améliorer, on est tous là pour s'améliorer. Je pense que tous nos stagiaires et nos spectateurs en reconversion n'étaient pas au top pendant leur premier mois dans un nouveau métier, même nous hein, d'ailleurs. Non, pas moi. Voilà, moi non plus. Toi, t'es toujours au top. Bon, pas moi. J'avoue. Mais en tout cas, voilà, vous allez avoir besoin d'un temps d'adaptation, bien sûr, pour votre futur métier. C'est sûr, vous débutez, mais vous avez quand même passé la barrière des écrits et des oraux qui montrent que un jury habilité par l'éducation nationale, donc des conseillers pédagogiques, des inspecteurs de l'éducation nationale, des gens haut placés, ont jugé que vous étiez un professeur des écoles légitime. C'est ça qui vous apporte la légitimité. C'est pas d'avoir le concours, c'est que le jury, qui s'y connaît, qui a 25 ans, 30 ans, 40 ans de métier, qui en a vu passer des milliers comme vous, a jugé que vous étiez légitime en tant que prof des écoles. C'est là-dessus qu'il faut se raccrocher. Et c'est aussi ce que vous allez pouvoir rappeler aux parents d'élèves si jamais ils vous font le reproche d'être tout nouveau, d'être débutant et qu'ils veulent vous pousser un petit peu. Oui, notamment lors de la première réunion parents-prof. Mais on n'y est pas encore. Ouais. Déjà, on se concentre sur l'année et sur le concours. La légitimité aussi, c'est pareil. Elle se gagne tout au long de l'année, en tout cas, parce que c'est pareil. Au même titre que vous êtes admis au concours, vous êtes aussi éligible au concours. Donc, si vous êtes éligible parce que vous êtes parent de 3 enfants sans diplôme, vous êtes autant éligible qu'un étudiant qui a un master 2. Donc ça, Vous êtes tout aussi légitime à passer le concours. il faut être légitime. Voilà, on est légitime de la même façon. Donc après, à partir de là, on est sur le même pied d'égalité. Peut-être que Voilà. certaines personnes vont travailler plus que d'autres parce qu'elles ont quitté l'école depuis plus longtemps ou alors elles ont vraiment une spécialisation. Donc du coup, il faut travailler le reste pour la polyvalence que le concours demande. À partir du moment où on est éligible, c'est pareil. Donc, on avait la question aussi, est-ce que le jury s'adapte par rapport au concours qu'on passe? Non, vous passez les mêmes épreuves. Le jury, lui, voit juste un futur prof devant les yeux. Il ne va pas se demander, il vient du secteur bancaire, est-ce qu'il vient du secteur commercial, est-ce qu'il est SH, etc. Ça, non. À partir du moment où vous répondez aux questions de la manière dont ils tendent, ça passe. Donc, il n'y a pas de complexe à avoir déjà par rapport à ça. Votre parcours précédent, ça peut être qu'une force à valoriser, parce que vous avez des compétences dont on a parlé tout à l'heure que vous allez pouvoir valoriser auprès du jury, mais ça ne sera jamais quelque chose de rédhibitoire. Le jury n'a pas de consigne de ne pas prendre une personne qui vient de là ou de là. Je me rappelle qu'on avait une stagiaire qui était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, qui avait 50 ans et un CAP, CAP coiffure, il me semble, qui a passé le concours haut la main du premier coup, bien classé. Donc le jury a vu quelqu'un qui était assez âgé, qui avait un CAP, mais cette personne a prouvé au jury qu'elle ferait un bon professeur des écoles et les a convaincus. Aujourd'hui, elle est devant des élèves. Elle est tout aussi légitime que les autres. C'est ça, ouais. Peut-être pour juste finir sur la légitimité aussi, je dirais aussi que la légitimité elle vient en interne. C'est-à-dire que vous avez le concours, c'est très bien, parfait, vous êtes déjà légitime par défaut, mais à partir du moment où vous avez aussi cette attitude de remise en question, de savoir, vous savez où rechercher les infos, comment rechercher les infos, et s'il vous manque des bases, vous savez qui contacter pour les trouver, comment chercher des choses, comment vous adapter, et ben ça fait de vous un prof des écoles légitime aussi. Avec ça plus le concours, on n'en demande pas plus. Ça, nous, on travaillait dans la prépa, aller chercher les informations, se remettre en question, Oui, tout à fait. l'analyse, etc. Ça, on le travaille. C'est vrai qu'au début, c'est pas forcément facile parce qu'on attend parfois d'avoir des synthèses déjà toutes écrites, des choses déjà toutes résumées, mais le fait en fait d'aller chercher, d'aller faire ce travail-là d'analyse, de comparaison, etc., ça renforce vos apprentissages aussi. Et Ouais. ça vous donne des mécaniques de travail. La différence entre un prof des écoles débutant et un prof des écoles confirmé, c'est l'expérience, mais sinon ils ont tous la même capacité d'adaptation et les mêmes attitudes. Si vous avez ça, il ne vous manque plus que l'expérience, vous êtes tout aussi légitime que les autres. Une ouverture d'esprit, évidemment. Bien sûr. Du coup, maintenant qu'on sait ce qu'on doit être, ce qu'on doit faire au niveau du savoir-être, comment est-ce qu'on va organiser tout cet apprentissage, cette mécanique dans l'année?
Est-ce que tu peux nous aiguiller un peu sur sur les révisions? Comment est-ce qu'on priorise? Oui, tout à fait. Alors, donc, on va diviser l'année, on va diviser les différentes disciplines, hein, bien sûr. On va étudier du français et des maths notionnelles. On va étudier l'épreuve d'application un petit peu différemment, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de Mmh. didactique. Pour ceux qui sont de la promo, là, je les vois sur le chat, on en reparlera un petit peu ce soir. On a rendez-vous. Ce soir, il y a des lives mensuels d'organisation avec Jean-Paul Ouais, tout à de fait. la promo. Mais voilà, on va séparer différentes matières. On va vous faire travailler l'EPS, on va vous faire travailler la connaissance du système éducatif, on va vous faire travailler la leçon de maths et la leçon de français. Et surtout, très important, on va vous les faire travailler en même temps. Euh, on sait qu'au début, le concours il n'est pas évident, hein, donc il y a une grosse masse de travail, vous êtes tous devant la montagne des choses à faire. Et du coup, on a envie de se dire, bah, de toute façon, si je passe pas les écrits, à quoi ça sert de réviser l'oral? Ça, c'est vraiment le piège. Il faut absolument travailler les oraux en même temps que vous travaillez les écrits. Déjà, simplement pour une raison pédagogique, tout à l'heure, pardon, qu'en travaillant les oraux, vous allez pouvoir faire du lien avec les écrits, avec ce que vous avez étudié en notionnel, vous allez le retrouver en didactique. Donc c'est très 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 important que ces disciplines-là synergisent parce que ça fera de vous déjà un meilleur prof des écoles et ça va augmenter votre capacité d'adaptation. Plus vous aurez de liens entre ce que vous faites, plus vous verrez votre formation et votre préparation comme un tout, plutôt que comme bah là je bosse les maths, alors, ensuite j'oublie les maths, je bosse le français, ensuite j'oublie, etc. Il faut vraiment voir la formation comme une globalité. Ensuite, si on veut être du point de vue un petit peu plus pragmatique, pour finir de vous convaincre, les oraux, si vous faites que les écrits jusqu'en avril et après les oraux jusqu'en mai, ça peut commencer mi-mai, hein, notamment à Lille, il me semble, mai ou début juin, ça veut dire que vous avez 7 mois pour réviser les écrits, qui forment un tiers de la note, et que vous avez entre 3 semaines et un mois et demi pour réviser les oraux, qui sont les 2 tiers de la note. Donc vous voulez réviser les 2 tiers du CRPE en un dixième du temps de préparation, c'est perdu. Mathématiquement, ça marche pas. C'est perdu. Il ne faut même pas imaginer. Malheureusement, tous les ans, on a des appels de stagiaires en avril qui me disent je suis bien embêté, j'ai travaillé que les écrits parce que je voulais être sûr d'avoir les écrits. Maintenant, je les ai eus, qu'est-ce que je fais pour les oraux? Au secours. Ça, c'est très compliqué à rattraper. Donc, il faut vraiment travailler les oraux en même temps que les écrits. J'en parlerai un peu ce soir aussi aux stagiaires de la promo, mais après, c'est une question de curseur aussi à mettre où vous voulez. C'est-à-dire que si vous avez des grosses lacunes en maths, français, etc., il va peut-être falloir effectivement un peu plus insister sur les écrits. C'est à vous de placer un petit peu le curseur, mais il ne faut pas mettre le curseur à zéro pour les oraux. Il faut toujours garder en tête que vous êtes en train de préparer les oraux aussi, et même si ce n'est pas du 50-50% au début de la préparation, il faut vraiment pas négliger ces oraux. Et nous, du coup, dans la préparation, eh ben, on vous cadre aussi, puisque on ne vous fait pas étudier que les devoirs des écrits en premier. Vous avez aussi des cours de PS, de CSE, de leçons ou des devoirs à rendre dans ces disciplines dès le début. C'est très très important pour toutes les raisons que je viens d'exposer. Hein, je ne vais peut-être pas me répéter. Non, non, mais c'est ça. Après, il faut aussi, je reviens dessus, mais il faut accepter de se tromper. Nous, on parle vraiment Ah oui. d'échec positif parce que c'est en se trompant qu'on apprend, qu'on s'enrichit. Le succès, c'est génial, la réussite, c'est top et c'est bien, ça galvanise, on en profite et c'est gratifiant. Mais on n'en prend pas beaucoup. C'est surtout le chemin avant qui nous amène à la réussite qui fait qu'on arrive à continuer à s'améliorer, à progresser, que ce soit sur le plan perso ou professionnel ou scolaire dans votre cas. Moi, je prends toujours l'exemple de vos élèves. S'ils se trompent, évidemment, vous n'allez pas les blâmer mais arriver à tirer ce qui est positif pour pouvoir justement travailler sur ça et les accompagner, les soutenir pour justement s'améliorer. Nous, c'est ce qu'on fait avec vous, sauf qu'en tant qu'adulte, vous ne l'acceptez pas forcément de vous tromper, d'être dans l'échec au début ou en tout cas être dans l'inconfort, c'est quelque chose qui est compliqué en début de préparation pour certains d'entre vous. Donc, c'est là où il faut vraiment nous faire confiance, vous faire confiance et accepter d'être dans une organisation assez cadrée, d'être dans une rigueur de travail, dans une méthodologie qui a été vérifiée, parce que c'est justement on sait hein, que la préparation au concours, c'est un marathon, c'est la régularité de vos révisions, de votre travail qui fonctionnera, qui portera ses fruits. Oui, c'est ça. Il faut accepter que de toute façon, ça va être une année qui va être un petit peu particulière. Alors, je veux juste Dounia sur le chat qui a des difficultés à se préparer seul. Pareil, envoyez-nous un petit message aussi sur Facebook, hein, un message privé. On vous donnera quelques conseils aussi, je pense. Oui, bien sûr. On devrait pouvoir arranger ça. Mais en tout cas, voilà, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette capacité à prendre l'échec comme quelque chose de positif. Imaginez que vous êtes devant une classe, vous avez un élève qui en larmes parce qu'il a eu une mauvaise note. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous n'allez pas lui dire, bah oui, t'as échoué, bien fait pour toi, t'avais qu'à mieux apprendre la leçon. Vous allez lui dire que la note, c'est pas forcément très grave, l'important c'est qu'il faut qu'il comprenne, parce que les notes d'après seront meilleures, et c'est comme ça qu'il réussira, c'est en comprenant, c'est pas en s'attachant sur une note. Et bien devinez quoi, dans votre formation au CRPE, c'est exactement la même chose.
Si un de nos professeurs vous donne une mauvaise note, l'important, c'est pas de retenir la note, c'est de retenir les commentaires et de vous améliorer suite à ce commentaire-là. Nous, limite, on se questionne tous les ans à savoir si on fait des notes ou pas. On sait que c'est très demandé et ça vous permet de voir un petit peu pour vous positionner. Mais attention, c'est un piège. Une mauvaise note, même à la fin de l'année, ne veut pas dire que vous n'êtes pas prêt pour le concours. Ça veut juste dire que vous avez des progrès à faire et ces progrès, bah, c'est ça l'important. J'ai même presque envie de dire que la formation, elle profite mieux à ceux qui ont des mauvaises notes qu'à ceux qui savent tout déjà dès le début. Bah oui, Parce surtout que que vous n'avez c'est pas en vous ayant n'avez pas des ça. mauvaises notes, c'est en se trompant que vous allez pouvoir rechercher, demander à vos professeurs, etc., etc. Et c'est là-dessus que vous allez vous améliorer. Et même quand vous comprenez quelque chose suite à un échec, en général, vous n'allez pas l'oublier. Alors Ouais, que c'est ça. si vous avez tout juste dans un exercice, bon bah super, vous avez juste vous passer à la suite. Et vous n'allez pas forcément tout comprendre, vous allez peut-être échouer plus tard. Donc c'est Oui, bien oui, d'échouer. c'est bien pour ça que les échanges avec vos professeurs, que ce soit dans toutes les prépas, hein, que ce soit les cours en présentiel, les webinaires en connect ou les corrections personnalisées dans la Turbo, à chaque fois, vous allez avoir vraiment la réponse du professeur adaptée à vos difficultés principalement, que ce soit celle du groupe ou celle de l'individu. Vraiment, les professeurs, au fur et à mesure de la prépa, vont vraiment apprendre à vous connaître, apprendre à cerner vos difficultés et vraiment travailler là-dessus avec vous, que ce soit au sein du groupe ou vraiment de manière personnalisée, individualisée. C'est ça la grande force de se faire accompagner aussi par des experts, c'est de pouvoir qu'on nous tienne la main, qu'on nous épaule vraiment sur sur ce qui coince. Et Pauline, vous nous dites les euros, la bête noire, parce que vous savez de quoi vous parlez, mais justement, en sachant ça, cette année, on va travailler là-dessus, justement. Quand on sait vraiment le point faible, la faiblesse, on va aller travailler là-dessus. Et pas la seule hein, à les craindre. Dounia, avant qu'on continue, vous nous dites oui, quand on prépare seul, on ne sait même pas où se positionner. Vous pouvez, Dounia, si vous ne l'avez pas encore fait, regarder déjà les sujets qui sont tombés l'année dernière. Ouais. Nous, on a proposé des propositions de correction sur notre site internet dans la rubrique Actualité. Donc, vous allez pouvoir regarder les sujets et surtout lire les corrections. C'est surtout ça qui est intéressant, lire les corrigés. Vous avez également les rapports de jury qui sont tombés, qu'on propose sur le site aussi. Donc ça peut vous aider si vous voulez. Dounia, vous pouvez les envoyer par message privé. Ça peut vous aider à savoir où vous en êtes, où vous vous situez. Ouais. Ça peut être une bonne solution. Tout à fait. Après, voilà, de manière générale aussi, gardez en tête que mettez-vous à la place de vos professeurs, là, de vos forts professeurs qui vont vous enseigner. Eux, ils ne sont pas devant des élèves qui doivent noter. Eux, ils sont devant des futurs collègues. Ils accompagnent de futurs collègues. Et ça, c'est très, très important. On est entre adultes, vous n'êtes pas des enfants face à des adultes qui vont vous juger. Vous êtes face à des futurs collègues qui vont vous former. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut critiquer tout ce qu'ils disent, bien sûr, puisqu'ils ont plus d'expérience quand même. Ils savent de quoi ils parlent. Mais ça veut dire qu'ils vont faire de leur mieux pour vous accompagner à la réussite du concours. Donc, si un professeur a une critique à vous faire sur un exercice, etc., ça, c'est un encouragement pour ajuster votre compréhension, ajuster votre méthode, etc., pour justement vous permettre d'être un meilleur candidat, un meilleur futur prof des écoles. Donc, ça revient un peu à la notion d'échec productif, hein, sur laquelle on insiste beaucoup. Il faut accepter qu'au début, ça ne sera pas parfait, et c'est normal. Si vous êtes en formation, en préparation, c'est tout à fait normal, et ça va venir petit à petit. On a quand même abordé pas mal de questions à travers nos digressions. Euh, peut-être, alors déjà, si vous avez des questions, posez-les. On voulait, peut-être que tu avais des questions, toi, avant qu'on vous propose quelques conseils d'organisation. Et généraliste, est-ce que tu voulais revenir, toi, sur des questions? Un petit peu, refaire un petit point général sur l'expertise et les conseils que vont apporter nos professeurs. On en a parlé un peu, Ouais. un peu en vrac, mais bon, pour résumer, nos professeurs, ils vont vous apporter plusieurs choses différentes. Premièrement, des réponses aux exercices, aux notions, aux corrections, etc. Des réponses argumentées aussi, puisque vous le savez sûrement, une question peut avoir plusieurs réponses. Même en maths, il peut y avoir plusieurs façons de raisonner pour arriver au même résultat. Je me dis ça aussi, on va pas s'en sortir. Même en français, avec les différentes réformes orthographiques qui s'appliquent plus ou moins, etc., il peut y avoir plusieurs écoles, il peut y avoir plusieurs réponses qui sont valables. Donc, les professeurs vont pouvoir donner des réponses et expliquer ces réponses-là. Ils vont vous apporter ensuite leur expertise en interne en tant que correcteur, jury, etc. Donc, l'attitude à avoir pour être meilleur au concours, l'attitude à avoir pour être meilleur en tant que professeur des écoles, et ils vont ensuite, bien sûr, vous apporter leur expertise personnelle. Comme je disais tout à l'heure, une anecdote d'un professeur d'il y a 20 ans sur une réunion parent-prof, peut-être que ça ne va pas vous parler tout de suite, mais peut-être que quand vous serez face à un parent en colère dans votre première réunion parent-prof, ça va vous revenir, et ça sera une expérience qui sera incroyable, qui sera géniale de votre côté pour pouvoir gérer ce genre de situation.
Et ça, c'est un des bénéfices que vont apporter nos professeurs, hein, tout simplement, L'expertise. et l'expérience. Si vous avez des questions, posez-les. Moi, je voulais quand même qu'on vous donne quelques conseils, notamment peut-être pour les personnes qui se préparent seules, par exemple comme Dounia, ou des personnes qui perdent encore pied sur l'organisation. Donc là, il faut attaquer le plus tôt possible. C'est quand même pas mal de se dire, allez, on y va, et d'être assez organisé et méthodique. Ouais. Moi, le conseil principal que j'ai à donner, c'est vraiment la méthode. Soyez au point sur les attendus du concours. Donc, lisez des sujets, lisez des rapports de jury. Dans le rapport de jury, alors je pense surtout au rapport de jury de l'Académie de Nice, parce que je sais qu'ils ont mis plein de sujets à la fin, des sujets d'oraux, de langue vivante, de PS, de CSE, etc. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil à ces rapports de jury, parce que déjà vous aurez les attendus, bien sûr, et vous aurez en plus des sujets qui sont tombés l'année dernière et l'année d'avant, si vous allez sur le rapport 2022. Donc c'est vraiment super important, puisque il faut avoir cette base-là, se rendre compte de qu'est-ce qu'on s'attend à travers ces sujets, quel genre de sujet pourrait tomber, etc. Attention, les mêmes sujets ne tombent pas à la lettre, hein. Là, ce qu'on cherche, c'est plutôt l'attitude et la vue générale, plutôt que de réviser tel sujet dans l'espoir qu'il va tomber. Ça, on sait que ça ne marchera pas. Mais voilà, c'est vous mettre un petit peu au point sur ce qui va être attendu de vous avant même de commencer les révisions, avant même d'avoir le nez dans le guidon à faire des maths ou du français. Ça vous permettra de donner du sens à ce que vous faites. Réviser tout le programme de maths, c'est bien, d'accord, mais réviser le programme de maths parce que je sais qu'il y a toutes les chances qu'il y ait un exercice sur telle ou telle partie du programme, ça va donner du sens à ce que vous faites, ça va vous aider à vous motiver pour les révisions et ça va vous aider à ne pas perdre pied quand vous serez tout seul devant votre montagne de bouquins ou de sujets à étudier. Donc c'est important de garder ça en tête. C'est important d'avoir une bonne organisation et que vous soyez inscrit dans une prépa ou que vous prépariez tout seul, d'avoir de la communication avec vos familles, avec vos soutiens, etc. On sait que ça va être une année un petit peu de sacrifice, une année où la vie sociale, il va peut-être pas trop falloir en parler, une année où maman va être occupée quasiment tous les soirs. Mais voilà, c'est une année, maintenant c'est 7 mois. Et après, c'est fini, nouvelle carrière, le rêve qui se réalise, on a des élèves, on est heureux et tout va très bien se passer. Il faut se préparer à tenir le coup ces mois-là, que les familles soient au courant, que vous puissiez en discuter, que vous ménagez du temps pour vous, aussi du temps de pause. Il y a des moments où il faut se dire stop, là mon corps me dit stop, j'arrête, je prends 2-3 jours de pause, je ne fais plus rien, et après je recommence et vous verrez que vous serez plus productif après un peu de repos. Donc il faut voilà, savoir se ménager, connaître les attendus du concours et se préparer en donnant du sens à ce que vous faites. Vous ne vous préparez pas parce qu'il faut réviser telle partie du programme, vous vous préparez pour répondre aux attendus du concours. Je pense que c'est une distinction qui est un petit peu importante, pas forcément évidente à faire, mais qui est importante à faire. Oui, parce que quand on est dans la préparation, qu'on a la tête dans le guidon, on oublie parfois un petit peu pourquoi on fait ça. Pour les On fait personnes. des stages. Oui, les stages, c'est bien. C'est vrai que les stages, c'est bien. Alors, en général, vous travaillez, hein, pendant que vous préparez la prépa à nos côtés, ou même si vous êtes seul, vous travaillez à côté. C'est pas grave. On peut quand même faire des stages de 1 journée, 2 journées, 3 jours. C'est pas grave, hein. Bon, il va falloir poser un jour de congé. Mais nous, notre convention, elle vous propose de faire 1 journée à 6 mois, à 6 mois de stage. À 6 semaines de stage. Il n'y a pas Je vois de. Dunia qui pose une question intéressante là sur le chat. Par exemple, quand on parle d'histoire géo, est-ce qu'il faut retenir toutes les dates, tous les événements, etc. Alors, je ne suis pas prof d'histoire, mais moi, ce que je ferais de mon côté si je me préparais seul, c'est déjà d'aller voir le programme d'histoire sur Eduscol. Ça, vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Donc, les programmes en histoire et pour toutes les autres matières, c'est 80 pages imbuvables où il faut tout lire. Donc, bien sûr, ça, on ne va pas tout lire par cœur. Mais vous allez déjà commencer à vous faire des fiches sur les grandes parties, les grands titres. Vous allez identifier les parties déjà importantes du programme. Par exemple, je ne sais pas, s'il y a une partie du programme d'histoire sur Louis IX, vous allez vous dire tout de suite, peut-être bien d'apprendre par cœur sa date de naissance et sa date de mort. Ça pourrait être intéressant pour cette partie du programme. Mais savoir ce qui s'est passé tel jour à telle heure, etc., des parties de détail, ça, c'est pas forcément intéressant. C'est bien à lire une fois si vous avez le temps, mais c'est superflu. Pour l'histoire géo, ce qui va compter, les notions, et pour les preuves d'application de manière générale, de toute façon, les notions, c'est plus de la culture générale par rapport à la discipline, par rapport au programme, plutôt que des petits détails sur lesquels on va essayer de tout piéger. Sur un sujet de 15 pages, par exemple en sciences, vous aurez peut-être, je pense au sujet sur les moustiques de l'année dernière, vous aurez peut-être 2-3 questions notionnelles, mais tout le reste, ça sera des questions de didactique, de construction de séances, de correction de copies d'élèves, etc. Donc, si vous zappez une ou deux questions notionnelles, ça va peut-être vous coûter un point ou deux, ça ne vous coûtera pas les 18 points restants. Donc, vraiment, il ne faut pas faire de fixette, entre guillemets, sur connaître par cœur le programme. Les grandes lignes, les grands chapitres, les grands titres, les grandes dates, si c'est vraiment des dates importantes. Et pour tout le reste, c'est plutôt culture générale, plutôt trame de fond. La didactique sera plus importante à bosser sur cette partie que vraiment les connaissances. Ouais, dernier conseil très pragmatique au niveau de l'organisation. Donc, Jean-Paul parlait de ça.
temps libre, mais surtout de le mettre dans votre emploi du temps de travail. C'est-à-dire Ouais. que si vous travaillez la journée ou les week-ends, peu importe, il faut que vous ayez écrit vraiment vos plages de travail, de révision et vos plages aussi de détente. Donc, ça peut être qu'une journée, qu'une demi-journée avec vos proches, mais prenez-la, ne culpabilisez pas, surtout, parce que ça c'est souvent vous culpabilisez de prendre du temps de repos. Non, vraiment, ça va vous nourrir, ça va vous faire du bien et ça va vous permettre de repartir sur une nouvelle semaine de révision. Donc, vraiment, calez-la dans votre semaine, cette plage. Et vos révisions, il faut que ce soit bien précis dans votre tête. Quand est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille 1 heure, 2 heures, 3 heures dans la journée? En tout cas, il faut que ce soit réaliste par rapport à vos dispos. Ne vous mettez pas des plages de 4 heures ou 5 heures d'affilée parce que déjà, avec la concentration, c'est compliqué. Et parce que si vous n'y arrivez pas, vous allez vous sentir frustré et dans l'échec. Alors qu'au contraire, nous, on va plutôt vous motiver et à pas être forcément trop ambitieux, mais arriver à faire ce que vous avez noté. Donc, si c'est aujourd'hui, je travaille 1 heure, par exemple, le mardi, je travaille 1 heure de 20 heures à 21 heures, ou alors je travaille 2 heures une fois que les enfants sont couchés, notez-le et suivez ce programme. Après, évidemment, votre planning, il va bouger, il va évoluer au fil de Ouais. l'année, parce qu'il y aura de nouvelles choses à voir, parce qu'il y a des choses, les remises à niveau auront été faites, donc vous aurez plus de temps pour travailler autre chose. Ça, c'est pas grave, ça bouge, mais au moins que ce soit bien calé dans votre esprit. Cette semaine, qu'est-ce que je travaille et Ouais. dans le mois, Voilà, on va pas vous mentir, de toute façon, il y a beaucoup de travail pour préparer le CRPE, ça c'est sûr. Vous le savez si vous êtes inscrit fort prof, il y a beaucoup de choses à faire, vous êtes tous au courant, Mm. mais c'est quand même s'organiser et aborder son organisation. Je pense que c'est tout aussi important que d'être capable de travailler 5 heures de suite en faisant des maths. Donc voilà, surtout organisez-vous bien, dites-vous bien que de la même manière que c'est pas, si vous n'arrivez pas à résoudre une équation, ça va pas vous coûter le concours, bah, si vous ne bossez pas pendant 3 4 jours, ça va pas vous coûter le concours non plus, tant que vous arrivez à rembrayer derrière. C'est important, il faut se donner une pause. Le risque, c'est de trop travailler et de lâcher un peu et de jamais revenir après. Oui. Ça va être compliqué. Donc vraiment, travaillez. Si vous sentez que c'est un petit peu difficile, ok, j'accepte, je prends une journée, je prends 2 jours, il n'y a pas de souci, et je reviens bien calé, je reviens motivé, et il Et n'y a oui, pas de problème. et on est tous humains, les coups de mou, il y en aura, ça c'est sûr. Les coups de boost, il y en aura aussi. Les moments où on sera un peu grisé, qu'on est super content de jouer, ça arrivera. Les moments où on sera un petit peu plus dans la fatigue, ça arrivera aussi. Ça, c'est la vie de la préparation au concours, c'est normal, surtout pour le CRPE qui est très exigeant. Donc ça, c'est pas grave, il faut l'accepter et se dire que ça va passer et se donner moyen, en tout cas, de continuer à avancer. Ouais, et bien garder en tête aussi, ça je vais le redire ce soir pour nos stagiaires, que il est très important de retenir qu'il n'existe pas de... Mm. La notion de perdre son temps, ça n'existe pas quand vous vous préparez au CRPE. Si vous êtes en train de travailler, ou même de vous poser, de prendre du recul face à un exercice, vous ne perdez pas votre temps. Si vous travaillez 15 fois sur un même exercice et qu'au bout de la 16e fois ça marche, vous n'avez pas perdu votre temps. Même si ça ne marche pas, vous avez fait le travail de recherche, vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé de vous mettre dans la peau du prof, de prendre l'attitude. Même si vous n'avez pas trouvé la réponse juste, c'est pas du travail perdu, c'est pas du temps perdu, puisque vous êtes entraîné à être professeur des écoles. Et ça, c'est tout aussi important que de réussir cet exercice de maths qui nous résiste. Merci pour tous ces conseils, Jean-Paul. Merci d'avoir pris ce live. Que Béatrice ne disputera pas trop, que j'ai pas dit de bêtises à sa place. Si on doit compléter quelques réponses, on vous les mettra dans le chat. En tout cas, on a quand même vu l'ensemble de tout ce qu'on voulait vous dire. Si vous avez plus de précisions à avoir, n'hésitez pas à nous appeler. Je vois Dounia, vous, voilà, vous êtes de votre côté toute seule, maman de 4 enfants, dont un bébé de 10 mois. Donc, bravo à vous déjà pour ça. Et puis la prépa du concours, ça se fait, ça s'organise différemment. Si vous voulez, on peut en discuter rien que vous voulez des conseils. On a beaucoup de vidéos gratuites sur YouTube aussi, avec des capsules de maths, notamment animées par Jean-Paul, qui est aussi professeur de maths. On a des vidéos sur la didactique, sur la pédagogie, on a beaucoup de choses. Vous pouvez déjà aller piocher dedans. Pour finir, je voulais juste vous rappeler donc la réduction actuellement sur la formation Connect, donc de 400 €. On a une réduction aussi sur la formation gagnante de 10%. Et il est encore temps de nous rejoindre. Pour les personnes qui se préparent seules, vous savez qu'on propose aussi des remises à niveau à la carte, donc qui vous permet d'avoir un accompagnement, en tout cas quelque chose de très carré pour une petite somme. En tout cas, on a essayé de faire des petits prix. Et également des cours de soutien en maths qu'on a mis en ligne pour vraiment les personnes qui partent qui sont plutôt débutantes.
Je voulais vous dire ça On et propose aussi des comptes blancs pour ceux qui en ont besoin, des devoirs si, voilà, si les préparations, c'est un petit peu trop que vous préparez seul et que vous avez des grosses difficultés, par exemple en français, on a des petits devoirs en français qu'on peut vous proposer avec correction avec un professeur qui sera joignable après un petit peu derrière pour réfléchir dessus. Si l'oral, c'est vraiment votre bête noire et que vous préparez tout seul, on propose des mises en situation d'oral, donc des simulations d'oral avec des sujets type CRPE, avec un professeur en direct, en visioconférence. Donc ça peut être intéressant aussi, c'est des toutes petites formules, tout petit prix, vous pouvez le prendre, faire un petit test et puis après voir ce que ça donne. ouais, 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 on est sur moins de 200 € hein, pour certains accompagnements. Je vois Maxile qui a eu une mauvaise expérience sur les oraux l'année dernière et qui nous demande si ça va s'éclaircir parce que c'est toujours flou. Oui, ça va s'éclaircir, c'est sûr. Il faut continuer, il faut s'exercer et il faut essayer petit à petit de prendre justement l'attitude de professeur des écoles. Et c'est là où nos mises en situation d'oral, d'ailleurs, qui se déroulent à la fin de l'année, sont hyper intéressantes. Parce que là, vous allez être confronté à un professeur, alors cette fois-ci, qui ne va pas être forcément dans l'accompagnement au début, qui va vous aborder comme si c'était le jury. Donc il va être neutre, il va vous dire bonjour d'un ton neutre, il va vous poser des questions peut-être qui vont vous chatouiller un peu parfois, peut-être vous pousser dans les limites parfois. Mais après, il y aura toujours ce quart d'heure, 20 minutes derrière où le prof redevient accompagnateur et va débriefer, va vous conseiller, va vous aider à vous améliorer, etc., etc. Et comme ça, vous aurez les deux facettes de l'expérience. Vous aurez l'expérience jury. Vous voyez si vous êtes en plein stress, si vous avez des choses à faire, à voir avant, etc., si votre préparation a payé ou pas. Et vous avez l'opportunité d'en discuter avec le professeur. Et si jamais vous reprenez une mise en situation d'oral derrière, on peut vous mettre le même professeur si vous voulez, pour avoir un petit retour, pour voir votre révolution, etc. Et ça, c'est super positif. Hein. Et pour ceux qui veulent s'exercer, peut-être Dounia, ça va vous intéresser en français. Mardi prochain à 17h, on vous propose la grande dictée d'Halloween avec Pascal, l'une de nos professeurs jeunes retraités, ancienne IEN. Donc, rendez-vous mardi à 17h pour une dictée qu'on vous proposera en live, si la technologie veut bien nous suivre mardi prochain. On sera tous déguisés du coup. Bah, évidemment. Sûrement. Avec la correction de suite après qu'on vous proposera aussi en PDF derrière. Mardi prochain 17h, ça peut être sympa à suivre ou alors en replay si vous n'êtes pas là. Voilà. Puis ça fait une petite pause de révision aussi, une petite dictée, ça détend. Ouais, exactement. Ça fait toujours travailler, c'est pas du temps perdu comme on disait. Et Dounia, vous C'est un peu allez détente. vous en mettre aussi en termes d'orthographe et de maîtrise de la grammaire. Merci à tous. Si vous avez des questions, posez-les. On reviendra sur le chat dans la journée et dans les prochains jours. Merci Jean-Paul. Pas de souci. Et puis promis, on essaie de vous avoir Béatrice bientôt. Oui, merci. C'était très frustré de ne pas pouvoir être là. Ouais. Donc avec qui on va recaler un prochain live très bientôt. Les aléas de la technologie, malheureusement, on en est tous victimes. Et merci beaucoup à tous. Et merci à tous. À bientôt. Bonne journée, bonne révision. Merci. Au revoir.